Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème chaque lundi, c'est l'actualité économique et politique américaine avec notre quart d'heure américain et notre correspondant américain à distance avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. On a commencé un peu le débat sans vous, Pierre-Yves, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos arguments après que Donald Trump a à nouveau proposé, recommandé de réduire le rythme des publications d'entreprises pour passer d'un rythme trimestriel à un rythme semestriel. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée, Pierre-Yves ? Écoutez, je pense que notre rendez-vous hebdomadaire n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on se voit plusieurs fois par jour. Et pour les résultats trimestriels, c'est la même chose. Plus d'informations, c'est J'adorerais, plus on en Pierre-Yves. a et mieux c'est. Et c'est à l'analyste de faire la sélection, de savoir si telle fréquence est bonne pour telle entreprise, telle fréquence n'est pas suffisante à tel moment de la conjoncture. On pourrait également se débarrasser des marchés boursiers et avoir un fixing mensuel. C'est ce qu'on a proposé C'est tout à juste fait avant dans possible. l'émission, Pierre-Yves. Un des intervenants dit qu'une cotation par jour, ça lui suffirait. C'est vrai, non. L'argument n'est pas idiot, c'est vrai. Je pense qu'il faut de tout dans un marché. Pour que le marché soit liquide, il faut qu'il y ait des traders qui aient une vision de 3 minutes. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une vision de 3 semaines, de 3 mois, de 3 ans, de 30 ans. Et tout ça, ça fait un marché riche, profond, liquide, et à la fin, Dieu reconnaîtra les siens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de consulter les informations publiées tous les trimestres par certaines sociétés, et tant mieux pour eux. Ils ont une vision à long terme, et vous l'avez signalé parce que je vous écoutais tout de même dans mon oreillette. Amazon est le parfait exemple de société qui était cotée en bourse et qui perdait de l'argent. Mais elle avait un plan, un calendrier, un management sérieux, et ses actionnaires ont été assez intelligents pour lui faire confiance et pour voir que la société progressait dans le chemin qu'elle avait fixé. On voit aujourd'hui les plus belles, les plus grandes, les plus riches, les plus fortement valorisées des sociétés américaines procéder à des investissements massifs dans un secteur qui ne leur rapporte pas encore un rendement puissant, élevé, immédiat, selon un calendrier qui n'est pas encore très clair où ces rendements commenceront à tomber, mais le marché est assez intelligent pour leur faire confiance. Et cela prouve que il ne faut pas se laisser bercer d'illusions par le caractère superficiel des rendez-vous trimestriels. Il y a des informations à prendre tous les 3 mois pour certaines sociétés. Donald Trump avait déjà eu cette idée en 2018. À l'époque, le patron de la SEC avait mis en place, de manière assez molle, disons, un processus d'émission de nouvelles règles et de réforme éventuelle de la règle. Cette règle des trimestriels remonte à 1970. La publication de ce qu'on appelle en anglais les 10 Qs remonte à 1970. Ça n'était pas le cas avant. Maintenant, il y a un plus grand mandat qui a été donné par le président Trump à la SEC, qui est celui de réexaminer toutes les règles applicables aux sociétés cotées et de se débarrasser de celles qui freinent l'innovation. On pourrait mettre dans ce panier ce type de règles. On peut imaginer très bien qu'à la SEC, dans quelques mois, après consulter l'ensemble des groupes intéressés par cette éventuelle réforme, nous disent, eh bien voilà, au-delà de telle valorisation, au-delà de telle capitalisation, les sociétés devront être obligatoirement passées par l'exigence de la publication trimestrielle, mais pour d'autres, elles auront l'option, si elles le souhaitent, de n'informer leurs actionnaires que tous les 6 mois. Les Britanniques ont fait cette réforme en 2014. On est aujourd'hui en 2025. Est-ce que les sociétés britanniques cotées en bourse ont une meilleure vision du moyen et du long terme aujourd'hui qu'en 2014? Ça n'est pas du tout évident. Et puis il y a un autre argument, car je défends mon point de vue, c'est celui des initiés. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de donner 3 mois de plus aux initiés pour acheter ou pour vendre. Je pense que plus il y a d'infos, mieux c'est. Moi, j'aime lire des quotidiens, je lis beaucoup moins les hebdomadaires. Et j'aimerais qu'on se parle plus souvent, Grégoire. Je suis d'accord avec vous. I wish, bien sûr, Pierre-Yves, et je suis d'accord avec vous sur effectivement le risque
pour les marchés d'avoir peut-être plus d'initiés que ce qu'ils n'en comptent aujourd'hui. Et comme vous le rappeliez avec Amazon, ces résultats trimestriels, c'est aussi une exigence pour les entreprises, une exigence en termes de communication, de stratégie et de bonne gouvernance, Pierre-Yves. Oui, alors il y a un point important et on a tendance à faire un peu le mélange. Il y a la publication du 10Q et puis il y a la question de la guidance. Oui. Alors ça n'est pas une obligation du système réglementaire américain. La SEC n'oblige pas les sociétés cotées à offrir des perspectives et des fourchettes prévisionnelles de résultats. Certaines sociétés le font. Et là, effectivement, elles le font pour des raisons médiatiques, pour des raisons de visibilité, pour entretenir leur visibilité dans un marché qui est très encombré. Et cela peut prêter à manipulation du résultat à très court terme. Une équipe dirigeante pouvant dire, vous voyez, il y a 3 mois, je vous avais promis cette fourchette, et ben j'ai fait mieux. Ouais. C'est un moyen pour eux de doper leurs résultats, de doper leurs stock options, de doper leur rémunération. Et c'est une situation où la queue remue le chien. Et là, ça, il faut l'éviter. Et des gens assez performants en matière d'investissement, Warren Buffett, par exemple, l'avait dit il y a quelques années, oui au trimestriel, mais non à la guidance. Oui, Warren Buffett qui se battait également, enfin qui se bat toujours bec et ongle contre la notion d'EBITDA, par exemple. Voilà, ce sont les combats et les batailles de Warren Buffett. Si on en vient au dossier Chine-États-Unis, Pierre-Yves, il y a tellement d'emphase et de publicité mise par l'administration américaine et Donald Trump, notamment autour d'un accord cadre pour rendre TikTok américain, qu'on en oublierait presque la guerre commerciale entre les deux superpuissances. Est-ce à dire que rien n'avance de ce point de vue-là ? Ben, écoutez, j'ai l'impression que rien ne va avancer avant le 10 novembre. Ce n'est pas du tout parce que c'est mon anniversaire. Hein. Mais c'est la date qui avait été fixée il y a plusieurs mois. Et c'est une date qui a été fixée à dessein parce que jusqu'au 10 novembre, on est dans ce rapport de force où on a 35% en gros de droits de douane américains sur les produits chinois et 10% de droits de douane chinois sur les produits américains. Pourquoi 10 novembre? Parce qu'au-delà du 10 novembre, tous les achats de fin d'année par les grands de la distribution en particulier, les grandes sociétés américaines auront été faites, donc on aura sauvé la saison des cadeaux de Noël. Et là, de nouveau, explication. C'est aussi ce relatif silence du président Trump et de son homologue chinois sur le rapport de force dans la guerre commerciale tient probablement au fait que les Chinois n'ont rien lâché sur cette question depuis le début. Et le grand pari de Scott Bessent, qui l'a dit explicitement, à savoir que ces droits de douane font du mal aux entreprises et à la conjoncture chinoise et que les Chinois vont perdre à ce jeu parce que cette guerre leur fait plus de mal relativement à la situation des États-Unis. Ce pari, pour l'instant, ne marche pas parce que la société chinoise n'est pas aussi transparente, n'est pas aussi facile à manipuler politiquement que ne l'est la société américaine. Alors l'affaire TikTok est devenue la chose la plus importante dont Donald Trump a discuté avec son homologue chinois. Je trouve ça assez surprenant parce que l'énormité des enjeux dans l'affaire TikTok, d'accord, mais enfin, les relations commerciales sino-américaines sont tout de même plus importantes. 175 millions d'Américains sont obsédés par TikTok, tant mieux. C'est la 5e application la plus utilisée par les Américains, tant mieux. Donald Trump a négocié un deal extraordinaire que Joe Biden avait été incapable de négocier, il faut le dire, à condition, bien entendu, que l'interprétation donnée aujourd'hui par les Américains soit celle qui sera donnée demain par les Chinois. On a vu dans le passé que les effets d'annonce des deals négociés et prétendument conclus par Donald Trump pouvaient ouvrir la porte à de diverses interprétations. 80% de TikTok États-Unis serait sous contrôle américain, avec des géants qui travaillent déjà pour sécuriser les données et contrôler l'algorithme. Très important, contrôler l'algorithme aux États-Unis de TikTok, Oracle en particulier. Et on nous annonce que même Rupert et Lachlan Murdoch, le père et le fils, pourraient, à titre personnel, voire au titre de leur société, Fox Corp, rentrer dans cet énorme tour de table. Si ça se passe comme ça, c'est un joli coup pour l'administration Trump.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Avec nous chaque lundi, Pierre-Yves Dugas dans notre quart d'heure américain, en direct évidemment dans Smart Bourse dès 17h et à retrouver là aussi en replay ou en rattrapage sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.